Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration assez profonde d'un sujet complexe, les racines biologiques de la violence. On va s'appuyer sur le livre L'anatomie de la violence d'Adrian Rain, enfin sur un résumé détaillé, pour essayer de comprendre un peu mieux comment la biologie et l'environnement interagissent. Exactement. Bonjour. C'est un sujet fascinant parce qu'il touche à des questions fondamentales sur qui nous sommes. Alors, pour commencer, le livre nous parle du cerveau, n'est-ce pas? De zones spécifiques. Oui, tout à fait. L'idée centrale, c'est que certaines structures cérébrales pourraient, disons, fonctionner un peu différemment chez les personnes qui ont des comportements violents. On pense surtout au cortex préfrontal. Celui qui est juste derrière le front, qui gère un peu le contrôle, la décision. C'est ça, le centre de contrôle en quelque sorte. Et puis il y a l'amygdale, plus enfouie, très liée aux émotions, à la peur, mais aussi à l'empathie. D'accord. Et on a des preuves concrètes de ces différences. Ben oui, le livre cite beaucoup d'études d'imagerie cérébrale, comme la TEP, la tomographie par émission de positrons. Ça permet de voir quelles zones du cerveau s'allument, quelles zones sont actives. Et certaines de ces études ont montré une activité réduite dans ce fameux cortex préfrontal chez certains meurtriers. Ce qui pourrait expliquer quoi. Une tendance à l'impulsivité, Par exemple. ou une mauvaise évaluation des conséquences de ces actes. Le livre distingue d'ailleurs l'agressivité réactive, le coup de sang, l'explosion soudaine, de l'agressivité proactive, qui est plus calculée, plus froide. Ah oui, intéressant. Et il suggère que ces deux types pourraient être liés à des dysfonctionnements un peu différents. Les cas de tueurs comme Antonio Bustamante, qui semblait plus impulsif, et Randy Kraft, très méthodique, illustrent bien cette idée. Donc ce n'est pas juste le cerveau pensant, mais aussi le système nerveux plus automatique. Exactement. Le système nerveux autonome. Une observation qui revient souvent, c'est un rythme cardiaque au repos qui est bas, parfois très bas, chez certains individus agressifs, et ce, dès l'enfance. Étonnant. Et qu'est-ce que ça pourrait signifier? Alors, l'hypothèse, c'est que ça pourrait être lié à une moindre sensibilité à la peur, ou peut-être un besoin de rechercher des sensations fortes pour compenser ce faible niveau d'éveil, si on veut, comme si leur seuil d'alarme interne était plus élevé. C'est assez troublant. Mais le cerveau, le corps, tout ça n'existe pas dans le vide. Comment l'environnement entre en jeu? C'est souvent là que ça devient plus compliqué. Absolument. Et c'est vraiment un point clé du livre, cette interaction constante. D'abord, il y a la génétique, on ne peut pas l'ignorer. Les études sur les jumeaux, sur les enfants adoptés, suggèrent qu'une part non négligeable du comportement antisocial, on parle de 40 à 50%, pourrait avoir une base héréditaire. Quand même. Oui, c'est significatif. Bien sûr, c'est complexe à mesurer, mais l'indication est là. On a même identifié certains gènes, comme le gène MAOA. Le fameux gène du guerrier. Voilà, c'est ça. Bon, le surnom est un peu caricatural, mais ce gène joue un rôle dans la régulation de neurotransmetteurs importants. Et il est associé à plus d'agressivité, mais, et c'est crucial, surtout quand il est combiné avec un environnement difficile dans l'enfance, comme de la maltraitance. Le gène seul ne prédit pas grand-chose. Donc une prédisposition qui a besoin d'un déclencheur environnemental en quelque sorte. C'est exactement l'idée. Et cet environnement, ça commence très très tôt, avant même la naissance parfois. Des complications à l'accouchement, un manque d'oxygène, une mauvaise nutrition de la mère pendant la grossesse ou du jeune enfant ensuite, des carences en oméga 3, en fer. Ah oui, ça peut avoir un impact. Oui, ou l'exposition à des toxines, l'alcool, le tabac, le plomb aussi. Tout ça peut affecter le développement du cerveau du fœtus ou du jeune enfant. Des effets subtils, mais qui peuvent augmenter le risque de problèmes plus tard. Ce qui nous amène à cette notion d'interaction biosociale, c'est ça? Tout à fait. C'est vraiment le cœur du modèle. Le livre rapporte des études qui sont assez parlantes. Quand on combine des facteurs de risque biologiques, par exemple, ces complications à la naissance, et des facteurs sociaux, comme un rejet par la mère ou une famille très instable, eh bien, le risque de violence à l'âge adulte n'augmente pas juste un peu. Il explose. Il augmente de façon exponentielle. C'est vraiment la combinaison qui est critique. La biologie crée une vulnérabilité, disons, mais c'est le contexte social qui va souvent jouer un rôle déterminant dans son expression. Et là, forcément, on pense aux implications. Ça touche à des questions de responsabilité, de libre arbitre. Évidemment, le livre évoque des cas concrets qui posent question. Comme cet homme, Mission Hoft, qui a développé des pulsions pédophiles après une tumeur au cerveau. Ou l'histoire de Don Tapège, avec une enfance terrible, des abus et aussi, semble-t-il, des facteurs de risque biologiques multiples. Comment la justice peut intégrer ça? C'est extrêmement délicat. C'est tout le défi posé par ce qu'on appelle la neurocriminologie. D'un côté,
Ça ouvre des pistes intéressantes pour la prévention. On peut imaginer mieux soutenir les jeunes parents, améliorer la nutrition, peut-être même utiliser des techniques comme le biofeedback pour aider à réguler l'agressivité. Voir la violence comme un problème de santé publique, en fait. Oui, ça semble logique. Que de stigmatiser des gens sur la base de leur biologie, la tentation de vouloir prédire qui deviendra violent, c'est très complexe. Trouver l'équilibre entre la sécurité et les libertés individuelles. Exactement. Où place-t-on le curseur? C'est une question de société majeure. Donc, pour résumer un peu cette exploration, le message principal, c'est que la violence est un puzzle incroyablement complexe. Pas juste les mauvais gènes, pas juste la faute de la société. C'est ça. C'est un enchevêtrement inextricable de facteurs biologiques et environnementaux. Ni tout l'un, ni tout l'autre. Et ça nous laisse avec une question, peut-être, pour continuer à réfléchir. Si notre biologie, nos toutes premières expériences nous influencent si profondément, comment est-ce que notre société devrait ajuster sa compréhension de la culpabilité, sa façon de rendre la justice et surtout ses stratégies de prévention? Peut-être qu'en intégrant cette complexité, on peut espérer construire un avenir non seulement plus sûr, mais aussi peut-être un peu plus compréhensif, voire empathique.